probiotique change la flore, c'est une escroquerie intellectuelle puisque un probiotique ne peut pas changer la flore. Par définition, un complément alimentaire, c'est un produit qui est stérile. Donc une dysbiose, c'est la présence soit d'excès de bactéries normales, soit la présence de bactéries anormales dans une flore digestive. La bactérie a un rôle fondamental dans le maintien ou dans la destruction de la barrière intestinale. Et il a été montré que les personnes qui lavaient la vaisselle au lave-vaisselle avaient une perméabilité digestive, donc il y a des résidus. Donc on voit qu'on a finalement 90% des grandes pathologies qui sont liées au microbiote et son inflammation. Chers amis, bonjour. Fin 2020, une petite nouvelle scientifique est parue dans les journaux qui a fait beaucoup de bruit. Un patient âgé de 82 ans qui était souffrant, qui était atteint de la maladie d'Alzheimer, a vu son Alzheimer inversé en quelques jours suite à une opération médicale tout à fait inattendue, à savoir une transplantation fécale. Une transplantation fécale, c'est quand on vous injecte le microbiote fécal d'une autre personne. Ce patient souffrait d'une infection antibiorésistante à Clostridium difficile. Et c'est sa femme qui avait été la donneuse. Et cette nouvelle, cette découverte et ce cas médical très précis a mis en lumière le lien entre le microbiote et d'autres maladies très inflammatoires, comme notamment Alzheimer. Il se trouve que je suis aujourd'hui avec l'un des plus grands experts du microbiote en France. Je peux vous le dire d'ailleurs un petit peu en aparté, il s'agit du médecin qui suit actuellement mon père. Donc, bonjour, docteur Donatini. Bonjour. Bonjour. Donc, docteur Donatini, je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On s'était vu il y a déjà 2 ans pour parler du microbiote buccal. Et ce soir, on va un petit peu descendre, puisque c'est de l'autre microbiote dont nous allons parler, le microbiote intestinal. Alors, chers amis, vous allez apprendre ce soir que votre microbiote pourrait être la cause, mais aussi la solution à vos problèmes digestifs, ballonnement, remontées d'acides, gaz ou constipation. Mais plus encore à vos problèmes de poids, d'immunité, à vos troubles cardiovasculaires et à votre santé mentale. Vous allez découvrir des solutions simples, comme certains légumes, fromages ou huiles de cuisson, terriblement efficaces pour retrouver un microbiote sain. Ce sont les solutions que le docteur Donatini utilise chaque jour sur ses patients depuis 40 ans. Donc docteur Donatini, vous êtes gastro-entérologue, hépatologue, cancérologue, immunologue. Pourquoi avez-vous choisi de faire du microbiote votre spécialité ? En fait, je me suis intéressé à la gastro-entérologie depuis finalement mes débuts en études médicales, en particulier parce que la gastro-entérologie est très diversifiée, parce qu'on a le foie, le pancréas, mais aussi l'immunité, des bactéries, des virus qui concernent cette spécialité. C'est une vraie spécialité interniste et transversale par opposition à d'autres spécialités techniques. Et l'une des pathologies qui m'a toujours passionné, qui m'a guidé dans mes choix de formation complémentaire, c'était la maladie de Crohn. Ouais. Maladie de Crohn qui va être très surprenante puisque c'est une pathologie extrêmement inflammatoire dans le tube digestif, mais qui va donner des signes articulaires, cutanés, oculaires, qui peut donner une inflammation des voies biliaires et finalement perturber l'immunité également. C'est une pathologie qui va avoir un impact sur les dents, sur le cheveu, sur les absorptions. Donc très vite, j'ai choisi aussi la sous-spécialité immunologique pour pouvoir de plus en plus étudier, voire réaliser des travaux de recherche dans la maladie de Crohn. Alors vous parlez de travaux de recherche, vous avez justement effectué une sorte d'étude maison sur 4000 de vos patients et vous avez découvert que 90 à 95% d'entre eux souffraient d'une dysbiose. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est une dysbiose, est-ce que vous pouvez nous décrire à la fois les causes et les conséquences d'une dysbiose ? Donc une dysbiose, c'est la présence soit d'excès de bactéries normales, soit la présence de bactéries anormales dans une flore digestive. Normalement, une flore digestive doit être équilibrée et être diversifiée,
comporter 3 grands types de flore. Donc si vous avez une exclusivité d'une flore qui a écrasé les autres, vous avez une dysbiose. À l'inverse, si vous avez une flore très inflammatoire, comme dans la maladie de Crohn, vous avez une flore pauvre, mais qui va contenir beaucoup de bactéries anormales. Vous pouvez avoir aussi une candidose, par exemple, flore pauvre avec une levure. Donc, en général, on a une flore qui est relativement stable. On parle d'un biofilm très difficile à détruire par des antibiotiques ou des antifongiques, parce qu'il y a des formes qui sont au repos et qui vont renaître dès que vous arrêterez le traitement néfaste. Et puis souvent, d'ailleurs, dans un biofilm anormal, vous avez d'emblée une flore pauvre. Donc détruire une flore pauvre n'amène pas une reconstruction facile. Donc une dysbiose, c'est une flore qui est souvent bruyante, inflammatoire, qui va aboutir à des fermentations, des douleurs, voire une inflammation importante. Et la plupart des pathologies inflammatoires que l'on croise, qui vont aboutir à des baisses d'immunité, qui vont aboutir à des carences d'absorption, des accumulations de graisse viscérale, sont liées aux dysbioses, d'où les 90% des personnes que l'on croise en médecine classique. Alors quelles sont les conséquences très concrètes d'une dysbiose sur, par exemple, la santé intestinale ? Donc on va donner 2 volets. Un volet, je dirais, de début, où vous avez tout simplement bien des ballonnements après avoir mangé, ou des brûlures, ou des reflux, des acidités, des alternances diarrhée-constipation. Donc ça, ce sont les symptômes digestifs classiques. Et puis ensuite, vous avez des choses qui sont déjà des conséquences de la dysbiose et qui sont liées soit à des accumulations de déchets, par exemple de graisse. Donc première grande cause de dysbiose, vous avez une fermentation à partir des sucres qui donnent des acides gras et qui vont s'accumuler dans le foie et le pancréas. Donc on va avoir un surpoids, une augmentation de diamètre abdominal, un diabète, des risques cardiovasculaires, accident vasculaire, infarctus. Premier grand risque. Deuxième risque, c'est que, à l'inverse, vous avez une flore excessive qui est capable de découper votre muqueuse et qui finalement va vous considérer comme son plat principal. Et vous allez être mangé petit à petit, et là, vous allez avoir une baisse d'absorption des sucres, une baisse d'absorption des nutriments, vous allez être en carence, et puis vous allez saigner. Vous aurez des ulcérations, des aftes, aussi bien dans la bouche que dans l'estomac, que dans le côlon, et vous aurez finalement des glaires, du sang. Donc deuxième conséquence, maladie inflammatoire de l'intestin, voire des bactéries capables de traverser l'intestin, porosité, et qui vont circuler et trouver un autre endroit qui leur est propice. Par exemple, les articulations, les disques intervertébraux, vous aurez la spondylarthrite, les lombalgies, les tendinites. Deuxième grande possibilité, souvent ces tissus sont élastiques, donc on va avoir un retentissement cutané, du psoriasis par exemple, un vieillissement plus important, la chute des cheveux. Et donc ça, c'est le découpage des tissus. Enfin, sous la muqueuse et sous la peau, éventuellement, mais surtout sous la muqueuse, vous avez une atteinte des nerfs. Et on sait désormais que l'inflammation sous muqueuse va être transportée au cerveau par le grand nerf de l'intestin qui est le nerf vague et donner des pathologies inflammatoires cérébrales. Donc Alzheimer, Parkinson, perte de mémoire, fatigue, insomnie, dépression. Donc on voit qu'on a finalement 90% des grandes pathologies qui sont liées au microbiote et son inflammation. The body scanner reveals the brutal truth about your body that your regular scale will never tell you. For weeks, my scale showed I... Donc quand on dit que c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, finalement c'est faux dans le ventre. C'est les petites bêtes qu'on ingère et qui, en cas de dysbiose, ont l'occasion de proliférer, qui nous mangent et qui provoquent tous ces problèmes de santé, donc éventuellement dysbiose, intestin irritable, etc. On parle beaucoup en ce moment d'intolérance alimentaire, on sait que c'est très à la mode. Il y a un lien avec le microbiote ? Sans aucun doute, puisque finalement nous sommes, soit par le biais de ce que nous mangeons, soit parce que nous sommes nous-mêmes en tant que tissu, des substances qui vont finalement aider à la prolifération de bactéries. Donc on peut être intolérant
à un aliment, bien entendu, mais on peut être intolérant aussi à un fragment de bactérie qui a mangé cet aliment. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, la bactérie est le plus souvent, ou le virus, ou certaines toxines de bactéries ou de levures, vont être à l'origine de perméabilité, et donc créer une inflammation liée à une consommation d'un produit alimentaire. Donc là, vous avez une vraie intolérance ou une allergie à un produit alimentaire. Et en conséquence, la bactérie a un rôle fondamental dans le maintien ou dans la destruction de la barrière intestinale. Donc la dysbiose va vous placer en position de faiblesse par rapport aux aliments en ne créant pas l'intolérance. L'exemple, donc on va séparer deux choses assez simples. Vous absorbez mal les nutriments, vous êtes intolérant, par exemple, au lactose ou à certaines légumineuses, aux poireaux, aux oignons, parce que vous ne digérez plus, vous n'absorbez plus le sucre, et la bactérie s'en donne à cœur joie. C'est simplement fonctionnel, ballonnement, diarrhée, pas trop de risque inflammatoire. En revanche, vous avez un aliment qui est normalement neutre, disons la caséine, de lait de vache ou le gluten, mais il y a une porosité. Donc ces fragments protéiques peuvent passer et vont déclencher une réaction allergique. Vous avez une intolérance à des protéines. Et là, c'est plus sévère. Donc vous avez deux volets, mais c'est toujours une question de barrière et de qualité d'absorption, ou au contraire, de refus d'effraction par des fragments d'aliments. Donc vous nous avez bien expliqué à quel point en fait cette mauvaise barrière pouvait retentir sur la santé de la peau, la santé articulaire, la santé cardiovasculaire. Est-ce qu'on est en mauvaise santé parce qu'on a une dysbiose, ou est-ce qu'on peut être en dysbiose parce qu'on a déjà une faiblesse de santé, voire une maladie? Alors, pour moi, le début est clairement infectieux, soit viral, soit bactérien. Ensuite, il peut être bidirectionnel, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez endommagé une barrière ou un nerf, vous allez immobiliser et créer encore plus de dysbiose. Mais le début est clairement cause à effet, c'est-à-dire la dysbiose ou l'infection virale va créer la pathologie. L'exemple caractéristique, il s'est établi, c'est la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, vous avez une flore qui s'appauvrit, donc vous pouvez avoir des déclenchements de Crohn en éradiquant un hélicobactère et en appauvrissant la flore, en donnant des antibiotiques de façon prolongée. Donc là, on a une dysbiose, une pathologie. Deuxième exemple, la sclérose en plaques, qui est clairement associée au virus d'Epstein-Barr, qui va créer une inflammation préalable, puis qui va s'aggraver avec une immobilisation de l'estomac, par exemple, ou la prise de tabac. Donc, on a deux exemples. On peut avoir, et vous avez bien repris le cas de l'Alzheimer, c'est-à-dire une dysbiose digestive qui crée une inflammation cérébrale, et on va pouvoir, en traitant la cause, créer finalement la conséquence qui est l'Alzheimer. On a beaucoup de modèles animaux où on va injecter une bactérie dans la langue ou par la bouche, donc chez la souris, on va déclencher avec Cutibacterium et Porphyromonas un Alzheimer. Ou alors on va déclencher une endométriose, ou on va déclencher des tumeurs digestives avec Fusobacterium mis dans la bouche. Donc on a des modèles animaux qui disent clairement la dysbiose avec telle bactérie ou tel virus déclenche telle maladie. Alors, ce qui est surprenant et même un petit peu inquiétant, on va en reparler, c'est que c'est très facile d'obtenir une dysbiose, on l'a vu, 9 personnes sur 10 au moins sont touchées. Vous expliquez très bien, on va en reparler un petit peu plus tard, finalement des aliments et des habitudes alimentaires qui peuvent encourager cette dysbiose, y compris des aliments, en tout cas des habitudes alimentaires qui peuvent paraître saines. Je pense par exemple à la prise de vinaigre. Le vinaigre, a priori, on se dit, bon, bah, c'est un aliment plutôt sain, c'est pas de l'alcool, c'est pas de la junk food, et pourtant vous dites, bah non, le vinaigre, c'est un ennemi du microbiote.
Vous pouvez nous expliquer le mécanisme derrière ce... Alors, si on prend le vinaigre, on est tout de même face à un produit qui est hyper fermenté. C'est première fermentation de l'alcool, deuxième fermentation de l'acide acétique. Donc déjà, vous avez le mot acide, c'est-à-dire que vous allez acidifier votre organisme de façon très importante. On sait également que l'acide acétique est un acide qui n'est pas tamponnable. Ça veut dire que vous avez beau ajouter une base, vous avez une très très difficile alcalinisation. Vous ne pouvez pas détruire cette acidité très facilement. Or, nous avons un seul organe capable de former du bicarbonate pour désacidifier l'estomac, c'est le pancréas. Et il a une occasion extrêmement réduite, c'est la durée dans le duodénum. On sait également que l'acidité, donc le pH dans l'intestin, est indispensable à la digestion des aliments. Et qu'une hyperacidité dans le grêle va abraser la muqueuse. Donc si vous avez un mauvais acide dans l'estomac, vous aurez une acidité, une destruction de la muqueuse du jéjunum. Or, l'acide acétique est un très mauvais acide dans l'estomac. Il n'est pas tamponnable. L'acide chlorhydrique est synthétisé. La nature synthétise de l'acide chlorhydrique. Et théoriquement, j'insiste beaucoup, l'estomac doit se vider rapidement. Donc vous n'avez pas le temps de fabriquer du vinaigre. La fameuse vidange. Vous n'avez pas le temps de synthétiser du vinaigre à partir de vos aliments. Donc la nature ne nous a pas du tout créés pour consommer des produits fermentés. Elle nous a créés pour consommer des produits frais et sains, facilement vidés et facilement tamponnés, donc transformés en alcalin dès le duodénum. Donc là, vous enrayez toute la mécanique d'absorption, rien qu'en buvant un peu de vinaigre ou en mangeant des produits vinaigrés. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, l'acide acétique est un acide gras. C'est un acide gras de carbone qui va être absorbé facilement et qui va aller joindre les autres acides gras et s'accumuler dans votre pancréas et votre foie. Donc, c'est un produit qui n'est pas dégradé, c'est un déchet. Il se détruit très difficilement dans la nature. Nous le stockons plutôt que nous l'utilisons. On va utiliser le glucose, mais pas l'acide acétique comme ressource. Donc on va stagner. Enfin, le vinaigre, ça vient d'une fermentation. Il y a souvent des déchets bactériens, le pire étant d'ailleurs le meilleur, c'est-à-dire le balsamique. Et il va contenir beaucoup de fragments bactériens. C'est ce qui donne le goût au vinaigre. Donc ces fragments bactériens vont libérer beaucoup d'histamine. Et d'où la présence, très fréquemment, de syndrome d'activation mastocytaire chez les grands consommateurs de produits fermentés. Donc il y a du surpoids, de l'édème, de l'allergie. Donc je déconseille ces produits hyper fermentés. Alors vous dites souvent qu'un microbiote sain doit répondre à 3 conditions. Quelles sont-elles ? Premièrement, la diversification. C'est très important. Plus vous aurez une flore riche, meilleure sera votre santé. Les peuplades primitives, vivant dans les forêts, ont une flore énormément riche, très riche avec des bactéries capables de découper les fibres les plus coriaces. Nous en sommes dépourvus. Donc, grande diversité de flore. Deuxièmement, une flore dont la diversité permet la synthèse de monoxyde d'azote. C'est une flore buccale riche. C'est la seule à transformer les nitrates en nitrites, puis en monoxyde d'azote. C'est une flore capable de relâcher. On ne peut pas propulser et vider si vous ne relâchez pas en aval. Ça ne sert à rien de comprimer des deux côtés, rien ne passera. Il faut une compression et une relaxation. Ça vous permet d'avoir une compression modeste. C'est comme en cardiologie. Si vous avez une hypertension artérielle et des artères serrées, votre cœur va souffrir et il va finir par s'épuiser. C'est pareil pour un estomac. Si vous avez un spasme dans l'intestin, pas de relaxation, vous n'aurez pas de vidange. Bro, you're done already? Yeah, bro. How? I hired Motion to hire AI employees. AI employee? Ensuite, vous devez avoir des fibres, donc vous devez avoir une symbiose qui vous rend cette diversité solide et durable. Et c'est pour ça qu'il faut en général des fibres, donc beaucoup de légumes, un microbiote qui contient
du mycélium, des bactéries et des inhibiteurs. Donc des ARN inhibiteurs qui viennent empêcher la mauvaise flore de se développer. Donc c'est une bonne vidange et une inhibition des bactéries stagnantes. Il faut un torrent. Alors, lorsqu'on vient vous consulter, si on a la chance d'avoir un rendez-vous, parce que je sais que vous êtes très sollicité, vous posez un diagnostic relativement facilement, parce que vous avez l'habitude, mais pour ceux qui nous regardent ce soir, vous offrez vous donnez les clés pour s'auto-diagnostiquer. C'est-à-dire pour enquêter eux-mêmes sur les causes possibles d'une dysbiose, enfin d'un dérèglement en tout cas du microbiote. C'est bien ça? Tout à fait. Donc la méthode qui est destinée aux professionnels, mais qui peut s'appliquer avec un peu de simplification chez soi en tant qu'individu, repose sur un trépied. Premièrement, y a-t-il une bonne immunité? Deuxièmement, est-ce que la flore est satisfaisante? Et troisièmement, est-ce que les fonctions automatiques sont correctes? Donc l'immunité, c'est relativement simple. Avez-vous beaucoup d'infections ou pas? Infections hivernales? Avez-vous eu un gros Covid, des grippes? Faites-vous des boutons de fièvre? Avez-vous des gencives qui saignent? Avez-vous fait un zona? Souffrez-vous ou avez-vous souffert d'allergies, d'auto-immunité? Avez-vous pris beaucoup d'immunosuppresseurs? Bref, ce sont essentiellement des questions auxquelles on peut avoir les réponses soi-même. La biologie standard aide un petit peu, mais ça ne sera jamais une biologie complexe. C'est le nombre de globules blancs et c'est le syndrome inflammatoire ou pas, éventuellement une glycémie qui va vous dire vous avez un diabète. Donc ça, c'est le volet immunitaire. On peut le faire soi-même en ayant un petit guide tout simple ou un questionnaire adapté. Deuxième volet, c'est le microbiote. Nous en avons déjà parlé. Il faut un microbiote diversifié. Donc en gros, on va avoir 3 types de microbiote. L'un où on va prendre du poids, syndrome métabolique, flore pauvre. Bien, c'est simple, hein. Le poids augmente, le diamètre abdominal augmente, vous avez de la graisse, vous avez tendance à augmenter votre glycémie. Vous avez tout intérêt à ne pas laisser 3-4 kilos vous encombrer. Il faut prendre les devants dès que vous avez quelques kilos de trop. A l'inverse, vous avez la flore qui détruit les muqueuses, où là, vous aurez en général des difficultés à assimiler, donc vous perdrez plutôt du poids, vous vous sentirez faible, vous aurez du mal à prendre du muscle avec de l'entraînement, vous aurez des gencives qui saignent, vous aurez une moins bonne immunité, plus de caries, des réactions cutanées, des carences à la prise de sang. On s'en rend compte assez facilement. Et puis le troisième, c'est celui de la bonne santé, c'est-à-dire que vous vous entraînez et puis vous améliorez vos performances, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas de troubles d'équilibre, de malaise. Donc là, c'est la bonne santé. En général, le sujet jeune qui s'entretient bien et qui ne commet pas d'erreur. Donc ça, c'est le microbiote. Et le dernier, c'est les fonctions. Ce sont les fonctions. Donc, en gros, on a 2 volets, soit une hypertonie vagale, où on va finalement répondre à l'excès aux stimuli extérieurs. Donc on va répondre au stress par des réactions de lutte, d'hyperlutte. On va avoir une acidité gastrique, on va avoir des problèmes de sommeil, on va avoir de l'énervement. Et puis on va prendre du poids également. Donc c'est une baisse de vidange gastrique parce qu'il y a une interconnexion entre la mauvaise vidange et la mauvaise flore. Donc ça, c'est l'hypertonie vagale. En revanche, vous avez l'hypotonie qui relève du découpage. Donc vous avez une mauvaise flore. Et là, vous aurez des palpitations, des malaises, une hypotension orthostatique, des vertiges. Et éventuellement, vous aurez des déséquilibres hormonaux. Donc ça, on va tout de suite le savoir. C'est le volet affaiblissement, fatigue, dépression, burn-out. Donc une fois que vous avez ces éléments-là, je dirais presque cliniquement, vous savez où vous placez et vous pourrez guider le thérapeute, le médecin. Voilà. Ou prendre les mesures qui vous permettront de remédier à la prise de poids, au nettoyage buccal ou au traitement antiviral.
Alors, effectivement, vous donnez énormément de conseils très pratiques, souvent inattendus. Alors, j'ai relevé certaines choses que moi je fais et sur lesquelles vous avez, je pense, un avis très précis. Alors, par exemple, le matin, j'aime bien manger des fruits, des poires ou des kiwis. Le soir, j'aime bien manger, en hiver en tout cas, de la soupe, et notamment de la soupe aux poireaux. Je confesse un plaisir coupable pour la charcuterie et le fromage. Et enfin, j'utilise un lave-vaisselle. Qu'est-ce que je dois faire? Malheureusement, il faudra tout changer. Donc, en effet, on a finalement, on oublie que nous avons un organisme qui, en grande partie, est fait pour absorber les nutriments. Si vous les conservez dans l'intestin, ce sont les bactéries qui vont les utiliser. Or, ces bactéries, elles ne seront pas innocentes. À un moment donné, il y aura un débordement, vous aurez des ballonnements et vous aurez un blocage dans l'intestin et, par effet de conséquence, vous aurez un blocage gastrique, une hyperacidité et ça y est, le cercle vicieux se met en route. Donc, on doit consommer ce que l'on peut absorber. Si vous consommez des produits qui sont très très riches en féculents ou en sucre, vous aurez un jour ou l'autre des ballonnements. Au début, on est très jeune, on peut absorber 250 grammes de féculents ou sucre par repas, mais avec l'âge, on est à 50 grammes par jour. Donc vous avez une pente descendante assez rapidement. Donc il faut prendre l'habitude de diminuer la consommation de sucre fermenteur. C'est le régime pauvre en FODMAP. Et il est préférable de blanchir les légumes et de jeter l'eau. Donc vous voyez que la soupe est un problème. Alors, qu'est-ce que blanchir un légume? En général, on va fendre ou couper le légume et puis on va le tremper dans l'eau frémissante 2, 3, 4 minutes selon son contenu en FODMAP afin de se débarrasser de l'excès de sucre. Et on en profite pour se débarrasser des métaux lourds, le nickel, le cadmium. On se débarrasse souvent des résidus qui peuvent avoir été présents dans l'eau qui a servi à arroser et nourrir le légume, donc qui peuvent être des perturbateurs endocriniens ou des microplastiques. On va se débarrasser des bactéries de surface qui peuvent être des clostridium. On sait que Clostridium perfringens augmente avec la température extérieure. On va se débarrasser des œufs de parasites et surtout des mycotoxines. Donc vous nettoyez votre légume. Vous avez des légumes qui vont être très riches en polyol et fermenter énormément. Le poireau, l'oignon. Donc vous pensez manger léger et en fait vous allez manger beaucoup de sucres indigérables qui vont nourrir vos bactéries, vous faire ballonner, bloquer votre estomac. Donc c'est une fausse bonne idée. Donc il faut facilement, ce régime pauvre en FODMAP est facile d'accès sur Internet et vous savez que ce que vous pourrez consommer préférentiellement pour éviter les fermentations. Deuxième grand volet, vous avez quand même beaucoup de personnes qui vont être intolérantes aux produits laitiers, soit à cause du lactose que ça contient, mais les fromages en contiennent peu, mais vous avez aussi des gens intolérants à la caséine ou des gens qui ne vont pas supporter les produits perfermentés. Donc là, il est préférable de consommer modérément, donc 30 grammes x 2, plutôt du chèvre comme fromage. Et là, vous pourrez avoir plus du tout d'inflammation digestive qui peut se doser par la calprotectine fécale. Donc là, on ne supprime pas le plaisir du fromage, on modère la quantité. On sait également que la charcuterie contient du gras, du sel, et que les graisses animales ne sont pas bonnes pour le vasculaire, et les protéines animales favorisent la prolifération par une bactérie qui s'appelle Fusobacterium et qui favorise les cancers du côlon. Donc il est toujours préférable de modérer à 2 prises par semaine, voire moins, la quantité de protéines de mammifères. On lui préférera la volaille, les œufs, le poisson, qui sont sans risque de développement de Fusobacterium. Donc voilà les quelques astuces et je dirais la diversité encore une fois du légume, c'est pas la quantité que l'on doit manger, c'est pas ça, on doit manger à peu près 500 grammes par jour, mais c'est surtout la diversité, 15 ou 20 espèces différentes, si possible bio, et puis pas trop contaminées par l'environnement. Puis
puis il n'y a pas que l'alimentation, on parlait de la vaisselle. Tout à fait. Donc, en fait, c'est tout un contexte. Donc, il y a le moment où on le mange, la façon dont on le prépare, et puis, finalement, la collectivité, dans quoi on le mange. Si vous avez une vaisselle qui a été lavée au lave-vaisselle avec des composés qui restent et qui arrivent même à décolorer les dessins de l'assiette, vous avez, et il a été montré que les personnes qui lavaient la vaisselle au lave-vaisselle avaient une perméabilité digestive, donc il y a des résidus du produit rajouté. Deuxièmement, les personnes qui ont une bonne flore, en particulier sur les mains, parce qu'ils jardinent, vont transmettre cette flore s'ils font la vaisselle à la main. Ça a été montré dans une étude avec la baisse des allergies chez l'enfant. Récemment, il a été montré que la flore du papa était très importante après la 2e année. Et plus le papa s'occupe, tient son enfant, le caresse, plus il va transmettre sa flore cutanée qui est très riche et différente souvent de la flore de la maman, et plus l'enfant va avoir une meilleure flore diversifiée. Donc la flore du papa est particulièrement intéressante. Il a un peu son rôle à jouer aussi, donc je salue les papas qui s'occupent de leurs enfants. Alors, quels sont les plus grands ennemis en termes de produits du microbiote? Parce que je me rappelle que, par exemple, pour le microbiote buccal dont on avait parlé, What's better after 50, Gwen? Gym or Tai Chi? One builds ego, the other. vous préconisez de ne surtout pas faire de bain de bouche. Quels sont les grands ennemis du microbiote intestinal? La grande terreur que l'on voit s'installer, c'est la destruction du microbiote. Donc c'est la société hygiéniste où on va absolument tout nettoyer, passer à l'eau de javel ou autre détergent, et on considère que la bouche doit être nettoyée avec les mêmes détergents que sont la chlorhexidine, qu'elle soit rouge, bleue et autres. Donc il faut détruire les anaérobies, mais pas détruire la bonne flore, sinon vous n'aurez plus de production de monoxyde d'azote. Donc ça, c'est le premier point. On ne détruit pas la flore buccale. Donc peu de propolis, pas d'huile essentielle en gouttes, pas d'argent colloïdal. Ça, c'est important. La prise d'antibiotiques répétée, c'est un message constant, mais on a encore beaucoup trop de prescriptions d'antibiotiques, c'est très clair. Donc le grand message, c'est point numéro 1, la destruction. Ensuite, eh bien, c'est vrai que plus on va toucher la terre avec ses mains, plus on a de chances d'enrichir sa flore. Plus on va consommer de bons légumes et des épices, plus on a de chances de diversifier. C'est le bon geste. Deuxième intérêt, c'est la flore cutanée. Vous avez des personnes qui vont aller à la piscine. Ça, ils vont détruire leur flore cutanée. Or, c'est une source d'enrichissement majeure, pour soi et pour les autres. Vous avez parlé de la greffe fécale. Mais quand vous vivez avec quelqu'un, vous avez aussi une greffe cutanée. Vous avez un échange important. Et normalement, c'est quand même cette flore que l'on aspire qui va déterminer la suite. Et ce qui compte, c'est l'inhibition de la mauvaise flore. Donc, n'oubliez pas, l'environnement ne doit pas être hyper nettoyé. Il faut des plantes, il faut un jardin, il faut un partage de flore pour enrichir une flore. Donc, il faut cesser de tout nettoyer, cesser d'aller à la piscine tout le temps, sinon on ne peut pas s'en sortir. Et à l'inverse, est-ce que vous pensez des compléments alimentaires type probiotiques ou oméga 3? Alors ça, c'est vraiment une question de fond. Est-ce qu'on peut trouver dans un complément alimentaire ce que l'on trouve dans un légume? C'est la grande question. Aliment sain, diversifié, déjà c'est pas facile, hein. Un aliment sain n'est pas un aliment ultra transformé, versus un complément alimentaire. Par définition, un complément alimentaire, c'est un produit qui est stérile. Donc déjà, il ne peut pas vous apporter de diversité de flore. Il va contenir très rarement des fibres. Ce n'est pas une matrice, un complément. C'est un broyat ou un extrait dans une gélule. Ensuite, il n'y a pas d'effet matrice, par définition. Il va être absorbé, si possible, beaucoup, voire son absorption va être favorisée par
sorte d'émulsifiant ou de perméabilisant ou de nanoparticules. Donc il va vous donner un pic, puis plus rien. Et ça, c'est le problème des oméga 3 qui sont dangereux puisqu'ils ont provoqué des fibrillations auriculaires, des accidents vasculaires cérébraux. Donc on ne donne plus d'oméga 3 désormais, c'est uniquement des huiles alimentaires sur une matrice, c'est-à-dire des légumes. Sinon, vous risquez d'aggraver une atteinte vagale. Donc l'oméga 3, c'est l'exemple de la catastrophe. Donc, premièrement, un extrait, ça ne vaudra jamais un totum. Il n'y aura pas de diversité et vous n'aurez pas de produits vivants. Donc, ça, c'est une erreur. Deuxième volet, croire qu'un probiotique change la flore, c'est une escroquerie intellectuelle puisque un probiotique ne peut pas changer la flore. Par définition, il n'a pas le droit de s'intégrer dans une muqueuse. Ce serait un médicament. Ce serait une sorte de greffe, non fécale, mais une greffe. Donc premièrement, il ne peut pas, il n'en a pas le pouvoir, ce n'est qu'un passager. Et deuxièmement, s'il y avait une greffe, vous auriez un changement. Et donc vous auriez soit un risque d'inflammation, vous auriez un déséquilibre. En gros, c'est un lactobacille ou de la famille des bacilles lactiques, et vous auriez une flore de nourrisson, ce qui n'est pas adapté à l'adulte. Et donc, deuxièmement, vous risqueriez d'avoir une inflammation induite par ça, avec un excès de butyrate et une baisse d'immunité. Donc, le probiotique a tendance à augmenter les T-suppresseurs et baisser l'immunité. Il va baisser l'inflammation digestive, mais au prix d'une baisse des défenses et d'une augmentation des herpesvirus. Donc, heureusement que c'est que passager et qu'a priori, ce n'est pas efficace. Alors, vous me parliez tout à l'heure hors antenne quasiment de l'épidémie qu'on est en train de connaître de cancer du pancréas, qui était autrefois un cancer plutôt rare. Et effectivement, enfin moi, quand je me rappelle de mes grands-parents, j'ai l'impression qu'ils ne souffraient pas de dysbiose intestinale. Qu'est-ce qui fait qu'en une ou deux générations, on est passé à une telle explosion de diagnostic de dysbiose intestinale, alors diagnostic qu'il soit effectué ou pas encore, mais en tout cas visible, et des maladies qui y sont associées, et donc notamment les cancers et les maladies cardiovasculaires. Say goodbye to your reading glasses, computer glasses, and even your sunglasses. Introducing the last pair of glasses. Donc, au-delà d'un biais possible qui est, il y a 20 ans, on ne s'intéressait pas à la dysbiose, donc on peut se dire qu'ils avaient une dysbiose sans le savoir. Donc au-delà de ce biais, on va avancer un petit peu en posant l'hypothèse qu'en effet, ils en souffraient moins parce qu'ils avaient une flore plus diversifiée. Bien, premièrement, beaucoup avaient un jardin et mangeaient des produits qui étaient beaucoup plus sains ou savaient où en trouver. Donc, premièrement, beaucoup plus de fibres dans les repas à une époque où la viande était certainement moins prégnante. Deuxièmement, et je pense que c'est un rôle très important, beaucoup moins d'aliments ultra transformés. Le soda, pas tellement, le sucre un peu moins, le fruit sans aucun doute, mais donc en tout cas, ils partaient de produits simples, ils avaient l'habitude de blanchir, ne serait-ce que pour une raison d'hygiène. Donc on nettoyait pour ne pas avoir les bactéries, parce qu'en effet, il y avait des animaux qui rôdaient dans le jardin, et c'était du bon sens, on nettoyait le légume avant de le manger. Donc diversité, modalité de cuisson, c'est certain. Ensuite, on tombe sur une baisse d'usage des antibiotiques, probablement, une baisse d'usage de bains de bouche, probablement. Ensuite, là c'est très discuté et très personnel, à une époque, vous aviez une dent infectée, c'était l'extraction. On n'allait pas la réparer, la maintenir très longtemps, et finalement, s'il y avait une infection à la pointe de la dent ou dans la dent, bien on l'enlevait. Et donc petit à petit, vous aviez une bouche qui était certes édentée, mais qui était finalement plus saine que des bouches que l'on a rencontrées dans la génération précédente ou dans la nôtre. Et je suis convaincu que beaucoup de bactéries buccales sont préservées actuellement au lieu d'être enlevées et sont à l'origine d'une déglutition permanente de Fusobacterium à la source de l'épidémie de cancer du pancréas.
Donc la bouche est finalement, par le biais de certains soins, une source de risque potentiel. Donc tout ça, ce sont des paramètres qui changent. On a également, comme je vous ai dit, une flore beaucoup plus pauvre, un réchauffement climatique qui aboutit à plus de clostridium qu'avant et qui va aboutir à plus de perméabilité qu'avant. Plus vous utilisez de compléments alimentaires, plus vous avez une perméabilité. Une gélule contient souvent du nickel, des monoxydes de titane ou de silicium qui sont perméabilisants. Beaucoup de compléments sont associés à des produits qui augmentent la perméabilité, donc vous avez plus d'inflammation. Alors je pense que nos spectateurs ont à ce stade bien compris l'importance capitale du microbiote sur leur santé et donc l'importance d'agir rapidement si ils souffrent ou pensent souffrir d'une dysbiose. Si justement je souffre d'une dysbiose, qui dois-je aller voir? Est-ce que je dois aller voir un gastro-entérologue ou un généraliste? Comment ça se passe? C'est malheureusement encore un peu difficile actuellement. Les spécialistes du microbiote sont très peu nombreux. Vous avez quelques gastro-entérologues hospitaliers qui vont s'intéresser aux greffes fécales d'ailleurs. C'est leur, on va dire, leur tasse de thé. C'est un peu bizarre de parler de greffe fécale et de tasse de thé. Mais le gastro-entérologue classique va être formaté pour être un technicien spécialiste de l'endoscopie. Il va faire des endoscopies gastriques et coliques, éliminer le risque de cancer, et c'est tout. Il leur a dit, soyez tranquille, mais il ne va pas s'intéresser au microbiote. Donc ce n'est malheureusement pas l'interlocuteur classique. Je dois avouer qu'il y a assez peu d'experts qui considèrent le microbiote comme un sujet qui ne soit pas un sujet de recherche, mais un sujet d'exploration systématique. Donc a priori, il faut se tourner vers ceux qui font des tests respiratoires. Alors il y a des centres hospitaliers, bien sûr, mais il y a de plus en plus de médecins ou de thérapeutes formés aux tests respiratoires. Donc il faut aller rechercher ces personnes. Je forme régulièrement de très nombreux thérapeutes chaque année, soit dans le cadre de formations universitaires ou d'une formation privée ou de conférences, d'ailleurs parfois auprès de dentistes. Et donc vous avez de plus en plus de dentistes qui s'intéressent à la dysbiose buccale haute ou de l'intestin. Et donc il faut chercher, vous avez des listes de gens formés aux tests respiratoires. Et puis vous contribuez, comme avec cet entretien, à éduquer, en tout cas à informer les patients et la population de l'importance de ces microbiotes sur leur santé. Et donc vous-même, vous avez, docteur Donatini, aidé plusieurs milliers de patients aujourd'hui à identifier et comprendre leur maladie, parfois même avant le diagnostic de la médecine générale. Est-ce que vous avez une anecdote, un ou plusieurs cas à nous raconter où vraiment vous avez établi un lien entre une dysbiose et un problème qui ensuite qui s'est exprimé et que vous avez pu récupérer à temps? Alors, ça fait partie du quotidien, en effet. On peut avoir des approches très simples. C'est en effet l'essentiel de la consultation. La plupart des personnes ont finalement des troubles fonctionnels. On n'a pas, chez la plupart des patients, des maladies inflammatoires de l'intestin sévères comme un Crohn ou une rectocolite. Dans une dysbiose simple, on va utiliser des microdoses d'huile essentielle, mais surtout un régime de pauvre en FODMAP. On va diminuer le lactose. Et dans un petit travail que j'ai effectué sur 300 patients à peu près, on a dans 85% une amélioration des symptômes en environ 2 à 3 semaines avec un petit régime et des microdoses d'huile essentielle qui viennent tempérer un microbiote déséquilibré. Donc ça, c'est très très clair et ça répond à l'essentiel des symptômes. Ensuite, on a des cas un peu plus particuliers. Par exemple, on a des cas où des femmes vont venir pour une infertilité, par exemple. Et ça, c'est très relié à des dysbioses liées à Fusobacterium. Il peut y avoir une endométriose, une inflammation utérine. Et là, on va changer avec simplement de l'eau oxygénée, un mélange avec
un champignon qui baisse la perméabilité associée à origan, cannelle et clou de girofle, et on va baisser l'inflammation utérine. Et il y a très nombreuses, finalement, grossesses qui sont rattachées à ce produit, qui est le petit produit que l'on appelle grossesse Baby Lock par Humo. Donc on a énormément de cas pratiques simples sur ça. On a également, et je me rappelle un cas très récent, où on a un patient qui était venu avec une sclérose en plaques et qui était venu avec un déambulateur. Et en fait, il avait une graisse viscérale, une inflammation vagale, une hypertonie vagale, une expression des virus, et il a suffi d'un contrôle viral, vitamine D, un peu de champignons Coriolus, une mini-dose d'antiviral qui est la cyclovir, ainsi qu'un traitement de la graisse viscérale, donc un régime et puis un peu de maïtake, et il est revenu à sa consultation suivante, 4 mois plus tard, sans déambulateur. Donc là, vous dites, oui, j'ai mis le doigt sur le problème, c'était une infection virale, une inflammation digestive. Ça rappelle un peu votre anecdote du patient qui a eu le bénéfice de sa greffe fécale. Et c'est un grand sourire pour toute la journée. Donc vous avez aidé comme ça, je le répète, des milliers de patients. Malheureusement, comme tous les bons médecins, vous êtes sursollicités, vous ne prenez plus de nouveaux patients. Alors, pour ceux d'entre vous qui souhaitent découvrir votre médecine révolutionnaire, Dr Donatini, nous avons imaginé ensemble un programme. Ce programme s'intitule « Rééquilibrer votre microbiote et votre digestion ». Il contient 6 vidéos ultra complètes du Dr Donatini qui reproduisent en quelque sorte un examen dans votre cabinet, en gardant bien sûr votre praticité scientifique et votre incroyable sens de la pédagogie. Avec ce programme, Rééquilibrer votre microbiote et votre digestion, vous vous formez aujourd'hui auprès du Dr Donatini, qui est le plus grand expert français du microbiote. Toutes ces solutions sont à la pointe de la recherche et validées par des études scientifiques solides. Chaque vidéo est facile à comprendre, vivante, avec des métaphores et des exemples précis. Dans la première vidéo, le Dr Donatini vous parle de diagnostic. Est-il possible de s'auto-diagnostiquer à la maison sans analyse de gaz expiré? Dans une deuxième vidéo, il vous apprend à décrypter ou comment écouter les signes que votre microbiote vous envoie. Vient ensuite une vidéo sur la dysbiose, les choses à ne pas faire pour l'éviter. Puis une vidéo consacrée à l'alimentation, les bons gestes alimentaires pour retrouver un microbiote sain. Et enfin, le Dr Donatini vous livre toutes ces astuces pour un microbiote sain. Merci encore beaucoup, Dr Donatini. C'était passionnant et surtout ça ouvre de nombreuses perspectives à ceux qui nous regardent.